Voilà, bienvenue à Annecy, Alpine Chain XYZ, Annecy 3.0 ce soir. C'est moi qui vais donc faire cette petite présentation. Qu'est-ce que c'est Alpine Chain.xyz? C'est donc notre association sur le thème des cryptos. Et on veut comprendre Bitcoin et le Web3. On veut aussi construire le futur d'Annecy et apprendre tous ensemble, et échanger le savoir qu'on a les uns les autres autour de ce domaine, et puis prendre des verres. Voilà. Notre mission, former 1 millier de personnes au Web3, Erwan aussi. Et on veut impulser un réseau local Web3 à Annecy et dans les environs. Et pourquoi pas accélérer vos projets. Voilà, si vous avez des idées, on peut partager là-dessus aussi. Ça c'est moi, voilà. Le dernier NFT qu'il me reste en ce moment, Monkey DAO. Monkey DAO Génération 3, voilà, aux couleurs de Solana. Donc, je trouvais qu'il était pas mal. Sur Internet, on me retrouve plutôt au nom de Jrej. Et je suis tout cet univers crypto depuis 2017. J'avais participé au lancement de EOS à l'époque. Pas Ethereum, je suis arrivé après, mais EOS, ouais, qui était à cette époque. Ensuite, ça m'a motivé pour être développeur. Ensuite, toute cette dynamique et tous ces projets, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse partie de ça, il faut que je devienne développeur. Donc, j'ai étudié pour ça. Et je suis développeur donc, dans une startup Web 2 à Annecy, mais je fais Web 3 le soir et le week-end. Et puis, créateur et collectionneur de NFT, j'ai fait une collection il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, sur Solana. Parce qu'il y a vraiment un beau écosystème NFT sur Solana. Et collectionneur, mais un petit peu moins, puisqu'il ne m'en reste plus qu'un seul. Voilà. Solana, on va parler de Solana, puisque c'est un peu ma blockchain de cœur. C'est là où j'ai fait ma collection NFT. Et du coup, c'est celle que j'utilise au jour le jour, que j'apprécie en tant qu'utilisateur, et je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu des mécanismes, comment ça fonctionne, notamment Proof of History. Et puis un petit peu des innovations, qu'est-ce qui est à venir pour cette blockchain. Donc voilà la structure. Petite intro, mécanisme et innovation. Alors qu'est-ce que c'est Solana? C'est une blockchain qui a été lancée en 2020, en mars. C'est une plateforme de type L1, donc pour le développement d'applications décentralisées, de DApp. Son focus, c'est vraiment sur la rapidité et sur des frais de transaction qui sont moindres, réduits. Et puis, c'est un projet open source qui, vous ne le savez peut-être pas, qui est basé à Zug, en Suisse. Mais l'équipe de développement principale est à San Francisco, donc c'est Solana Labs, qui est juste là. Quelques stats, donc les transactions par seconde, 3500. Alors il y a peut-être une subtilité que je dois préciser sur les transactions par seconde, c'est que le vote des blocs est fait on-chain. Donc parmi les 3500, il y a 90% des transactions qui sont faites pour le vote des blocs. Du coup, il n'y en a que 350 sur les 3500 qui sont pour les utilisateurs. Est-ce que, on peut Vas-y, t'interrompre, de temps en temps. ça m'impressionne comme chiffre. Oui. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment 90% en gros de la capacité de la blockchain, Oui. du L1, qui sert juste finalement à la technique de consensus qui donne lieu à la création des blocs Solana. C'est ça, ouais. Ok, Donc, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il en reste plus beaucoup pour vraiment l'utilisateur lambda. Mais bon, 350, c'est déjà pas mal. Et en tant qu'utilisateur, on ne ressent pas de lag. Enfin, on a les transactions dans la latence des 400 millisecondes. Les frais sont moindres, donc c'est des centimes par transaction. Le nombre de validateurs, il y a 2421 validateurs. Et j'ai mis le coefficient Nakamoto qui est de 31, donc c'est le nombre de nodes qu'il faut infiltrer pour pouvoir faire tomber le réseau, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça change de fonction des chaînes. Et sur les 2421 ? Ouais. Au niveau de la supply, on en est à 55 millions, 111 610. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas 555 millions.
111 610 sol. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de maximum. Et il y a une inflation actuelle de 6%, et donc ça a été créé avec une inflation de 8% au départ, et on retire 15% tous les ans, jusqu'à arriver à un minimum de 1,5% d'inflation. Donc on en est voilà, dans les 2 ans et demi, 3 ans. Donc dans les, bon, c'est pas exactement ça, c'était la proposition, mais on en est dans les 6% d'inflation actuellement. Voilà, pour les tokenomics. Les mécanismes. Alors, comment ça se fait que Solana arrive à faire autant de transactions par seconde? Il y a beaucoup de choses, mais principalement, c'est Proof of History. Donc, ce n'est pas son consensus, mais c'est une chaîne qui est Proof of Stake, mais elle utilise Proof of History pour créer un eurodatage des transactions. Elle fait de la paralysation avec sa propre machine virtuelle. Et puis, elle a un modèle par compte, donc je vais voir après. Mais c'est en lien avec la paralysation. On va passer un petit peu plus de temps sur Proof of History, qui est le sujet un petit peu plus complexe sur les mécanismes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas un consensus. Le consensus, c'est Proof of Stake, mais il parle de consensus hybride, Proof of History, Proof of Stake. Donc, c'est une première étape où on fait Proof of History, et ensuite c'est un Proof of Stake plus classique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des validateurs, et il n'y a qu'un seul leader qui est choisi pour créer le bloc parmi tous ces validateurs. Donc, Proof of History sert à la fois pour que les validateurs sachent quand est-ce qu'ils doivent être leaders. Ça sert aussi pour que les validateurs vérifient que le leader a bien pris son tour au bon moment. Et puis, ça permet aussi de classer les transactions dans l'ordre d'arrivée. Voilà le but de Proof of History. Alors, comment ça marche? C'est ce qu'on appelle une VDF, une Verifiable Delay Function. Donc, c'est peut-être un peu technique, mais en gros, c'est un concept qui est déjà utilisé dans d'autres blockchains, ce qui permet la mesure du temps. Mais ça, dans ce cas-là, dans Proof of History, elles sont lancées à la suite. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de hash, SHA-256. Et donc, il a au départ une seed, mais donc, ça part d'une seed, d'un mot. Ça le transforme en hash, comme ça, une suite de caractères. Et ensuite, le hash qui est en output se retrouve en input de l'encryptage suivant, qui fait une chaîne d'encryption jusqu'à arriver à un hash final. Et ensuite, ça peut être le côté vérifiable, c'est qu'on peut relancer toute la séquence et retrouver si c'est correct, si le hash final correspond bien à toutes les encryptions. Donc ce mécanisme, ça fait office d'horloge, donc c'est un eurodatage cryptographique, et chaque validateur lance cette fonction, et donc prend le même nombre le même temps pour remplir ses algorithmes, pour finir ses algorithmes. Donc ensuite, les validateurs comparent par rapport à un planning de leader. En fait, ça permet à chaque validateur de savoir quand est-ce qu'il devient leader et quand est-ce qu'il doit créer un bloc. Donc en fait, il compare par rapport au planning, et il peut savoir à quel moment précis il doit devenir leader, à quel moment il doit créer un bloc. Sans vraiment communiquer avec les autres, chacun a juste cette horloge cryptographique qui fait tourner. Je peux te poser la question maintenant sur l'horloge? Oui. Vas-y, je t'en prie. C'était peut-être pas très clair. Comment tout le monde peut exécuter cette fonction avec le même temps, vu que tout le monde a des machines différentes? Et ben, ça utilise un seul cœur du CPU. Et donc, normalement, c'est comparable. Et c'est sur le slot qui est de 400 millisecondes. Et d'après ce que j'ai vu, ça devrait arriver à la même période, à peu près, tous ensemble. J'ai aussi entendu, parler qu'il y a en fait maintenant l'horloge de Solana, Ouais. il y a un retard de 30 minutes par rapport à l'horloge normal temps, Okay. quand Solana a commencé. Ça veut dire quelque part quelque chose qui est allé pas bien dans l'histoire. Ok. Ouais, ça, j'ai pas entendu parler de ça, mais peut-être. J'ai une question sur l'aspect centralisation dont on parle beaucoup,
tout le monde dit bah, les blockchains, si c'est pas centralisé, enfin la centralisation c'est complexe. C'est Ouais. vrai qu'en fait la personne ou l'entité qui a le pouvoir de nommer et de donner en fait le planning de leadership, Ouais. c'est l'entité centrale. En fait, il peut dire bah, finalement ce sera pas le leader 5, mais ce sera le leader 6 qui va prendre le truc parce qu'on a le leader 5 qui en fait on a perdu. Donc ça, bah, le planning, c'est décidé à l'avance. C'est aussi, j'ai pas étudié ça dans cette présentation, mais c'est aussi quelque chose d'aléatoire. Plus ça prend en compte le stake de chaque validateur, mais c'est aussi déterminé avec un algorithme. Enfin, c'est aussi automatique. Et il y a des systèmes, si jamais un leader n'est pas disponible, il y a des systèmes pour passer au leader suivant. Donc, je vais en parler un petit peu après. Sur des fonctions mathématiques qui sont lancées dans le code du processus, Voilà, que ouais. personne ne peut influencer. Voilà, c'est pas une personne qui décide, c'est algorithmique. De faire Ouais. tourner le Yes. protocole, tu as les règles qui sont dedans et personne ne peut les influencer. C'est ça, ouais. En fait, c'était en mai 2022, donc il y a un an. Ok. Où tout le monde commençait à dire que l'horloge elle est en retard de 30 minutes. Je sais pas Je vais étudier ça, c'est un bon Ouais. point. Je sais pas si- Mais je ne sais pas si ça a beaucoup. Je sais pas beaucoup. Le 1er janvier 2023, c'est un peu comme le 1er janvier 2000. Ça se remet tout de suite. Mais je ne sais pas si ça C'est ça. a beaucoup d'importance que ça soit calé par rapport à une vraie horloge, parce que l'important c'est que tout le monde soit calé ensemble sur le même temps. Ouais. Peut-être que tu Mais- as calé chaque transaction de 30 minutes. Bah, pour l'instant, c'est plutôt rapide. On n'attend pas 30 minutes. Mais donc ça, c'était le moyen donc, de savoir quand est-ce quand un validateur devient leader. Et on peut aussi inclure des transactions. Donc si on fait une transaction signée, on inclut le hash qui est à ce moment-là, et on sait que cette transaction a eu lieu avant ce hash-là et après ce hash-là. Donc on peut y inclure des transactions, et c'est comme ça qu'on peut les mettre en ordre. Voilà un petit point de vue un peu plus simplifié. Donc au début, il n'y a que des validateurs. Ils font tous cette fonction de hash en continu. Et par rapport au planning, ils décident qu'il y en a un qui devient leader. Lui, leader, il reçoit les transactions. Il écarte celles qui ne sont pas valides. Et ensuite, il peut les mettre en ordre parce qu'il les a attachées à un hash en particulier, avant et après un hash en particulier. Il met à jour son ledger. Ensuite, il passe toutes les informations, donc tous les hashes qu'il a émis pendant son attente et avec les transactions, pour que ça soit validé par les validateurs. Donc ensuite, si c'est validé, ils mettent à jour aussi leur ledger respectif. Et ensuite, il y en a un autre leader qui va passer à la suite. Il y a quelque chose à noter, c'est que ça va très vite. Chaque leader, c'est 400 millisecondes. Donc c'est une rotation très fréquente des leaders. Et le leader suivant peut commencer à inspecter les transactions pendant que les hashes sont vérifiés. Donc tout ça, ça se passe très rapidement, tout en même temps. Donc si jamais le leader était malveillant et que les transactions n'étaient pas correctes, le bloc suivant serait aussi annulé, parce qu'il y aurait deux blocs en cours. Quoi d'autre sur ça? Et avec 400 millisecondes. 400 millisecondes. Ouais, ça, on n'a pas de problème au niveau de l'ensemble des nodes qui sont répartis. Ils arrivent à faire tout ce boulot en moins de 400 millisecondes. Quand Voilà, ouais. Bitcoin, c'est 10 minutes, parce qu'on considère que la diffusion et la vérification des trucs, et là, ils arrivent à faire 400 millisecondes. À mon avis, tu dois avoir toute une série de validateurs qui tournent en parallèle et puis un consensus final qui se fait au bout d'un certain temps. Parce qu'en 400 millisecondes, tu as le temps de diffuser. Donc je crois que ce que... Il y a une synchronisation de fou entre les nœuds, quoi. Ah ouais, c'est pour ça que c'est posé une question de centralisation des nœuds. Est-ce que oui sont, est-ce qu'ils sont pas. Enfin, j'en sais rien, mais c'est super intéressant parce que je savais pas du tout ça. Mais Yes. 400 millisecondes, ça m'impressionne en termes de. J'ai vu plusieurs informations. J'ai vu aussi que les leaders avaient plusieurs slots de suite, peut-être jusqu'à 4 slots de suite. Donc potentiellement, ça peut être plus de temps, mais jusqu'à 1 seconde 6. Et que c'était 400 millisecondes, c'était aussi sans les latences du réseau. Donc ça peut prendre jusqu'à 800 millisecondes. Enfin, il y a aussi des petits aléas qui font que ce n'est pas exactement 400 millisecondes. Mais voilà, c'est normalement la temps théorique. Ouais. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié sur le processus? Je crois que c'était à peu près tout. Ouais.
Bon, je vais passer à la suite. Et l'horloge, elle bat tous les combien, elle? Parce qu'elle doit battre plusieurs fois toutes les Il y a un l'intérieur de tic, 400 oui, il y a un millisecondes. tic tous les... Bon, je sais plus exactement combien. Parce que si je Mais- comprends bien, à chaque tic de l'horloge, tu as quand même un hash C'est ça, ouais. d'un certain nombre de données. Et il y a un certain nombre de tics dont dans... des transactions qu'il a récupérées. Ouais, ouais. Tous récupèrent des transactions qu'ils intègrent à chaque fois dans le... Bah, c'est en dans un fonction du battement. hash en cours, ouais. Donc peut-être, je ne sais pas Parce que combien de tu- transactions par... Parce que quand tu disais tout à l'heure que le leader, il récupère un ensemble de transactions et il sait dans quel ordre elles sont, Ouais. c'est parce qu'elles sont censées être dans un de ces battements de SHA-256. Voilà, il peut les caler à chaque battement. Il peut les retrouver dans ces trucs-là. Ouais, c'est ça le principe. Ouais. Donc bah, a priori, oui, il peut mettre une transaction par battement. Donc il doit y en avoir pas mal. Je ne sais pas exactement combien de battements par milliseconde, mais je vais regarder ça. Ça donne envie d'aller à la découverte. Mais oui, ça devient un peu technique des fois. Et vous avez soulevé ce point-là, que du coup, ça pose la question de la centralisation, puisque un seul leader fait la création du bloc, et il est potentiellement, il peut avoir une attaque des DOS sur ce leader en particulier. Donc qu'est-ce qui empêche ça? Déjà, la scalabilité et la performance, c'est-à-dire que un seul leader peut traiter beaucoup de transactions. Par exemple, il y a eu un des crashs en 2021 où c'est arrivé jusqu'à 400 000 transactions par seconde, jusqu'à ce que ça crache. Donc du coup, c'est arrivé, mais il faut beaucoup de transactions jusqu'à ce que ça pose un problème. La fréquence de rotation, donc toutes les 400 millisecondes, il y a un leader qui change. Donc même si quelqu'un avait le planning en avance, c'est difficile d'attaquer un leader sur 400 millisecondes. Ça change beaucoup. Il y a ce système de détection. Donc si jamais un leader n'était pas disponible pendant un moment, donc on peut passer facilement au suivant avec un système. La distribution géographique, donc il y a des validateurs partout dans le monde, c'est bien distribué, ce n'est pas tous dans le même hébergeur. Et puis les serveurs ont leur propre protection des DOS, plutôt classiques, des IP tables et tout ça. Mais c'est quand même arrivé, donc dans les premières années 2021, il y a eu 2 cas où il y a eu beaucoup de bots et ça a fait arrêter le réseau parce qu'il y avait trop de volume. Donc je crois que une fois c'était 400 000 transactions et l'autre fois c'était 6 millions, c'était un truc incroyable. Mais donc je crois entre-temps ils ont fait des détections des bots et essayé de mettre des frais pour les transactions qui ont des bots. Cette année, il n'est pas tombé en panne En début d'année, oui, une fois. En début d'année, quand même. Ouais, ouais. Et ben, les attaques les problèmes les plus récents, c'était plutôt des bugs de code. Donc ils ont eu un bug par rapport au consensus, et donc ils ont tout arrêté parce que la chaîne ne savait pas s'il fallait forker, enfin quel fork utiliser, donc ils ont arrêté pour la sécurité. Et puis il y avait 2 bugs de code, et on va voir qu'il y a des solutions qui sont à venir pour régler ces problèmes-là. Et qui sont dans des contrats qui sont pas inamovibles du coup. Non, les contrats, c'est mis à jour, on peut les mettre à jour sur Solana. D'accord. Ouais. Mais c'est des bugs du client validateur, je pense plutôt. C'est pas vraiment des programmes. Comme s'il y avait un bug dans une version de Bitcoin Core qui aurait été mis à jour. Ça serait un équivalent. Sinon, c'est ça les deux types, des causes les plus fréquentes. C'est les 2 cas que j'ai soulevés. Il y avait des DOS, des bots pendant, je crois, 2-3 fois. Et il y a eu 3 fois des bugs récemment. Après, il y a eu d'autres cas, mais je ne connais pas tous les cas. Je crois qu'il y a eu une dizaine d'arrêts depuis le lancement. Un autre mécanisme qui permet que Solana soit si rapide, c'est sa propre machine virtuelle, SVM, qui est un environnement qui est multi-threaded, donc qui permet la parallélisation. Donc qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Ça permet de lancer les programmes qui sont créés sur la blockchain. Et chaque validateur a sa propre instance de la machine virtuelle. Et il y a un aspect de la machine virtuelle qui s'appelle C-Level, qui permet la parallélisation, et notamment parce que les programmes informent si les données sont en lecture ou en écriture. Et du coup, il peut mettre toutes les données en lecture en parallèle, et celles qui vont poser des conflits, qui sont toutes les deux en écriture au même moment, à ce moment-là, il fait les unes après les autres, mais il peut mettre plusieurs tâches en parallèle. Et C-Level, parce que c'est horizontal, on peut mettre les tâches en parallèle comme ça. C'est censé être une version améliorée de l'EVM. Voilà, oui. Qui a déjà l'espèce de sharding à lui.
et à venir. Le sharding, ça n'a pas l'air d'être ça, parce que le sharding, tu mets. C'est les tu blocs crées qui une- sont... sa propre chaîne, comme Voilà, Si tu veux, parce ça que là, il y a une seule paralléline chaîne. Là, c'est une seule Là, il y a chaîne. une seule chaîne. Tu C'est- parallélises les tâches, mais sur la même c'est- chaîne. Ouais, pas tu de sharding. parallélises à l'intérieur de l'EVM, c'est-à-dire quand tu as lancé, si j'ai bien compris, l'exécution sur ton node, Yes. à l'intérieur de l'EVM, il est capable, lui, de faire du parallélisme. Mais tu n'es pas plusieurs EVM en parallèle qui s'occupent de faire une partie des données et l'autre une autre partie des données. Le sharding. Parce que sharding, tu as un AVM pour un shard. Oui, bien sûr. Normalement, sharding, tu auras 64 chaînes qui vont travailler en parallèle, mais pas sur les mêmes choses. Et puis après, tu auras une espèce de réconciliation, je ne sais pas comment ça marche, qui te permettra d'aller plus vite. On va peut-être le laisser sur Oui. Solana. Tout à fait. Ça fait partie Mais moi, de la j'apprends différence aussi. des deux, je pense que c'est Ouais, important. c'est bien aussi. Ouais. C'est bien aussi. Et ce parallélisme, voilà, j'en parlais, c'est notamment par rapport au modèle de compte. Donc les données ne sont pas dans le programme, elles sont dans des comptes séparés. Donc quand on veut lancer un programme, on veut aussi donner les informations sur chaque compte qu'on veut utiliser. Donc j'ai un peu mentionné, il y a des comptes programmes, storage, token et tout ça. Donc c'est difficile pour les développeurs, moi notamment, de passer tous les comptes dans la transaction pour pouvoir utiliser le programme. Mais ça permet entre autres de faire la parallélisation puisqu'on écrit, on dit si chaque compte va être lu, écrit et ensuite c'est réglé par la machine virtuelle par la suite. Et voilà, ce modèle est assez efficace. Un petit tour des dApps, donc on couvre pas mal de choses sur Solana. Il y a du gaming, des apps d'infrastructure, des NFT, bien que DeGod soit parti, c'est pas très actuel. Mais il y a de la DeFi. Alors la DeFi a beaucoup baissé son TVL depuis le FTX, ça a beaucoup baissé, mais il y a toujours des applications qui sont en place. C'était sur Solana. C'était sur Solana, oui, mais Dex. du coup ça a fermé, Ouais. je pense. Ouais. C'est un de Sam. Mais bon, du coup, c'est un écosystème qui est vachement dynamique. Il y a beaucoup de hackathons. Il y a eu récemment un game jam qui s'appelait Speedrun. En ce moment, il y a Opos, Only Possible on Solana, qui se déroule jusqu'au 26, je crois. Je ne participe pas, malheureusement. Et plein d'événements autour du monde. Il y a des Hacker House, donc qui sont à moitié éducation, présentation de projets, super team dans différents pays, des formations gratuites. Donc moi, j'ai suivi WBA, qui fonctionnait un peu comme un incubateur qui aidait chacun à faire son propre projet. Et voilà, on recense 1475 développeurs actifs sur divers projets Solana, ceux qui ont un repo public. Parce que moi, par exemple, j'ai des repos privés et je ne compte pas dans les 1475. Voilà. Qui finance ces développeurs? Qui finance ces Comment développeurs? sont financés Je pense qu'il y a la fondation qui s'organise pas mal des événements et qui lance par exemple ce programme d'éducation pour apprendre à apprendre. Après, les hackathons, c'est plus des... C'est l'utilisation du token qui finance? Yes, ils avaient une partie du mint au départ. Ouais. Je ne sais plus combien exactement. 15%, 20%. Ouais. Mais les hackathons, c'est les entreprises aussi qui financent les prix sur les hackathons parce qu'ils veulent différentes catégories et ils offrent des prix par rapport à ça. Okay. Une petite vidéo sur Grizzlyton qui s'est passée en mars, je crois, pour vous montrer un peu l'ambiance. Et on va la relancer. It's just disgusting. It's like somebody else is trading turds and you decide I can't be left out. They called it a decentralized Ponzi scheme. T'as une belle équipe, là, une belle branchette. I've never seen a grizzly turn and run like that before.
voilà, c'est assez fun. Bah, surtout, une question. Ouais. Il y a des gens sur Internet qui disent que Solana fait trop d'attention au marketing. C'est vrai, Merveilleux exemple qu'on vient de voir. c'est vrai. Et que le marketing, il a un problème, c'est que s'il n'y a rien de substantiel derrière, le temps va prouver que tous ces efforts de développeurs étaient pour rien. Donc, qu'est-ce que Ok. tu peux dire à ça? Ah, bah c'est parfait, c'est la suite de la présentation, merci. Ça veut dire que vous êtes appelé avant, c'est ça. Déjà, dans le il y a les collections à Greg dessus, et je pense que rien que ça donne une énorme valeur à la Ok, attends, on en parlera à la fin. Ok, donc il y a des innovations quand même. Avec tout ça, avec tout ce marketing, tous ces développeurs qui sont actifs, il y a quand même des choses qui se construisent. Donc la stack mobile, Saga, qui est sortie en mai, 8 mai je crois. Donc enfin, de la blockchain sur mobile, c'est quand même Android. Mais en gros, il y a un ledger dans le téléphone qui permet de faire les transactions plus efficacement. C'est encore en construction, encore des choses qui se font, mais ça va venir, plein de dApps là-dessus. Des XNFT, c'est créé par l'équipe qui a fait Encore, donc c'est le framework de développement sur Solana. Donc des applications en NFT qui va être aussi assez utile pour le mobile. Donc au lieu de passer par l'App Store iOS ou Android, eh ben, on pourra avoir une App Store décentralisée avec des applications en NFT. Des NFT compressés qui sont sortis il y a un moment, je crois au début de l'année. On peut faire maintenant 1 million de NFT pour $100 sur Solana, avec un petit système qu'on va voir juste après. Et FireDancer, qui est un nouveau client pour les validateurs, qui est construit par une autre team, Jump, qui va apporter plus de stabilité sur le réseau. Voilà, une Donc, alternative. fait par Solana Labs, le client habituel ou Voilà, personne? ouais. Là, c'est une autre équipe qui va travailler là-dessus. Le feu qui danse, c'est quand même pas rassurant. On parle un petit peu maintenant des NFT compressés, donc rapidement. Donc c'est une des nouveautés de Solana, on peut faire ça. Et donc les NFT sont toujours off-chain, mais en fait la vérification se passe on-chain avec un Merkle tree, ce qui permet d'ajouter beaucoup de données sur la vérification. Qu'est-ce que c'est un Merkle tree? C'est ça. Donc il y a un Merkle root en haut qui est un hash. Et donc ensuite, il est divisé en 2 hashes. Puis, en fait, toutes les données des métadatas sont ici dans les feuilles. C'est l'inverse, hein, Ça part d'ici. Hein. Toutes les métadonnées sont dans les feuilles. Et ensuite, on crée des hashes sur la branche précédente jusqu'à arriver à une route qui peut être vérifiée ensuite on-chain. Donc la nouveauté, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de compte. Avant, chaque NFT était un compte sur Solana. Et donc la création de compte, on doit payer des frais de stockage qui s'appellent le rent, qui est en fait le stockage sur 2 ans et plus, sur 2 ans sur la blockchain. Et donc c'est ce qui coûte le plus cher, c'est 30 centimes, je crois, par NFT. Et donc ce nouveau système, en fait, on peut enregistrer les changements via des transactions au lieu que ce soit sur des comptes. C'est ça la nouveauté. Donc en fait, on a juste à récupérer la dernière transaction qui correspond à ce NFT pour avoir les données. Et si on veut mettre à jour ces données, on doit fournir le Merkle tree pour pouvoir les mettre à jour. Et pour l'utilisateur, ça paraît complexe comme ça, mais l'utilisateur, lui, il mint un NFT, il ne voit pas que derrière tout ça, il y a des vérifications avec Merkle tree, etc. Il mint un NFT comme d'habitude. Il y a juste dû avoir des mises à jour des infrastructures, des wallets, des marketplaces pour pouvoir lire ces données par la suite. Voilà. Et FireDancer, donc comme je disais, le nouveau client validateur par Jump, donc, qui va être beaucoup plus rapide. Donc c'est tout écrit en C, apparemment très optimisé, low latency validateur. Et on arrive à une limite théorique de 600 000 transactions par seconde. Ils ont fait un test sur un testnet. Donc ils estiment 600 000 à 1 million de transactions par seconde. Donc ça serait en incluant les votes, donc ce serait un petit peu moins sans les votes. Mais c'est quand même pas négligeable, puisqu'on était avant à 3500 transactions par seconde. Et voilà, on a un petit
petite liste de toutes les différentes transactions. Ethereum 24, on a avec des roll-up, avec Validium, je ne connais pas toutes les technologies. Twitter qui fait 24 000 tweets par seconde. Visa qui a 1,7 000 transactions par seconde. 1700 transactions par seconde. 1700 Ok. C'est 1,7K. 1,7K, ouais, 1700. Et 20 000 pour Nasdaq. Okay. Donc on serait pas mal si on a Firedancer. C'est encore en cours, c'est pas encore sorti, mais ils ont fait une version testnet. Voilà pour Solana, pour ma petite présentation. Il y a encore beaucoup à dire, c'était assez technique. Je pourrais revenir sur des sujets par la suite. Mais avant de partir, n'oubliez pas nos réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter.